Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de l'actualité. Émotion au Parlement centrafricain. Laurent Gombaba élu nouveau président du Parlement, malgré une situation très tendue, provoquant un tir d'arme à feu en plein hémicycle. Nouvelle journée ville morte à Conakry à l'appel de l'opposition, alors que le conflit qui paralyse l'enseignement ne trouve pas d'issue. Et aux États-Unis, journée d'hommage à Pittsburgh, en Pennsylvanie, après l'assassinat de 11 personnes au sein d'une synagogue, la pire attaque antisémite dans l'histoire du pays. Et nous débutons avec l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale en Centrafrique sous haute tension. Un député centrafricain a été élu président du Parlement aujourd'hui après la destitution d'Abdou Karim Mekassoua vendredi dernier. Il s'agit de Laurent Gombaba, âgé de 61 ans, ancien ministre sous le président François Bozizé et député de la circonscription de Baboua. Le vote a eu lieu après que le député Alfred Yekatom, ex-chef des milices anti-Balaka, a sorti un pistolet et a tiré en l'air en pleine séance. Ce dernier a été ensuite arrêté par la police, tandis que les parlementaires couraient en direction de la sortie. Alors, pour parler de cette élection, nous avons avec nous Freeman Sipila, le correspondant de VOA Afrique à Bangui. Bonsoir Freeman. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, Laurent Gombaba était jusque-là le député de Baboua et président du comité national de l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte elle a été élue aujourd'hui? Eh bien, vous l'avez dit à l'introduction de ce sujet, Laurent Gombaba est élu ce lundi dans un contexte de tension entre députés au sein de l'Assemblée nationale. Cette élection est intervenue 3 jours après la destitution de l'ancien président Abdou Karim Mekassoua, accusé par ses collègues de détournement de fonds, de gestion planique de l'institution et un rapprochement avec les groupes armés. Cette destitution a visiblement créé 2 camps au sein du Parlement, car certains députés s'étaient balancés des propos déplacés pendant la plénière qui a conduit à la destitution de M. Mekassoua. C'est d'ailleurs le résultat aujourd'hui avec cet incident dans l'hémicycle où ce député, dont vous l'avez cité, Alfred Yekatom Rambo, a sorti un pistolet et a tiré des coups de feu en l'air en pleine session, créant une vraie panique dans la salle. Alors Freeman, ce mouvement de panique a-t-il compromis ou menace de poser un problème de crédibilité pour ce mandat? Absolument pas, car la majorité des parlementaires étaient revenus après ce moment de panique pour exprimer leur suffrage. Il faut noter que sur 140 députés qui siègent au Parlement, 24 étaient absents, 16 étaient donc présents et 12 ont voté pour le nouveau président contre 4 bulletins nuls. Ce qui veut dire que, vu cette large majorité, l'élection de El Hadj Laurent Gombaba ne souffre d'aucune entorse. Elle est donc à cet effet crédible. Freeman, que sait-on du nouveau président de l'Assemblée nationale? Est-ce que son profil permettra de réduire les tensions sécuritaires dans le pays? Pour un petit rappel, le nouveau président de l'Assemblée nationale est âgé de 61 ans, président du Parti d'Action pour le Développement, on abrégé PAD. El Hadj Laurent Gombaba est né dans le faubourg de Koundé, une localité de Baboua, dans la Namambéré, c'est dans l'ouest de la RPA. Juriste de formation et titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit de l'environnement à l'université de Jean Moulin à Lyon en France. Il a plusieurs fois occupé des postes ministériels, notamment à la fonction publique, aux affaires étrangères, au secrétariat du gouvernement et à la justice. Il n'est pas aussi nouveau dans le milieu parlementaire. Pendant la transition, Laurent Gombaba siégeait au Parlement constituant de l'époque en tant que conseiller national avant d'être réélu député de Baboua. Merci beaucoup Freeman Sipila, merci beaucoup, correspondant de la VOA Afrique à Bangui. En Guinée, la crise politique s'enlise depuis l'attaque mardi du dernier véhicule du chef de file de l'opposition. Ce lundi, certaines rues de la capitale étaient vides en raison de l'appel à une journée ville morte.
l'opposition guinéenne dénonce l'installation sélective des conseils communaux issus des élections du 4 février. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Kamara. Les rues étaient désertes le matin dans certains quartiers de la capitale où la circulation a été perturbée par des jeunes qui ont brûlé des pneus sur la route Le Prince. L'appel à une journée ville morte a été aussi observé à Madina, le grand marché de Conakry où plusieurs boutiques sont restées fermées alors que le trafic routier restait régulier sur l'autoroute Fidel Castro. Les forces de l'ordre sont encore visibles à maints endroits pour empêcher les dérapages. Cette journée a surtout été marquée par la présence spontanée des élèves dans les rues pour réclamer le retour de leurs enseignants qui ont été remplacés par d'autres. Des écoles privées ont été attaquées en signe de protestation contre la poursuite des cours malgré la grève dans ces établissements privés. Nous réclamons que le gouvernement et les syndicalistes signent un accord définitif pour nous sortir de l'auberge. C'est pourquoi nous avons décidé de nous mobiliser aujourd'hui pour que l'école guinéenne change d'image désormais. L'opposition guinéenne organise mardi une marche pacifique pour protester contre ce qu'elle appelle la violation par la mouvance présidentielle de l'accord du 8 août. Elle accuse son adversaire politique d'avoir eu recours à la corruption afin d'obtenir plus d'exécutifs communaux. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Et direction la Mauritanie pour parler de la situation des jeunes face au chômage qui menace cette couche de la population. Comment font-ils pour faire face à ce problème? John Lyndon, notre envoyé spécial à Nouakchott, est allé à la rencontre de certains de ces jeunes. Voici son reportage. Comme beaucoup de jeunes en Mauritanie, Mustapha, dont le foyer compte 2 femmes et 10 enfants, peine à joindre les 2 bouts. En cause, le chômage qui frappe durement les jeunes. Ici, pour travailler, il faut que tu dois avoir des gens qui te connaissent pour que tu travailles. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas travailler. Même si tu as tes papiers et tu viens, tu ne peux pas travailler. Si tu n'es pas avec quelqu'un de connaître, tu ne peux pas travailler. Et son cas n'est pas isolé, mais les jeunes ne baissent pas les bras. Dans ce quartier populaire de la capitale mauritanienne, Harouna Bari, qui dénonce le manque d'accompagnement des jeunes, a décidé de prendre son destin en main en ouvrant une boutique. Avant de faire cette boutique, j'ai travaillé avec des boutiques là-bas au 5e, c'est là-bas qu'on travaillait avec quelqu'un d'autre. Donc avec ça, on a appris donc, comment faire les boutiques et comment encore améliorer notre travail. Le petit commerce, une voie peut-être salutaire pour beaucoup de jeunes en Mauritanie. Fatou, qui a ouvert avec son mari une boutique où elle vend poissons et légumes, semble s'y accrocher. Ça va, on se débrouille seulement. C'est dire qu'on se débrouille petit à petit. Pour Cheksi, qui a travaillé dans l'événementiel et pendant des années comme taximan, la solution au problème du chômage des jeunes en Mauritanie devrait venir du gouvernement avec, à la clé, des formations gratuites. Il n'y a pas beaucoup de centres de formation gratuites. Donc les centres de formation, il n'y en a pas. On ne trouve pas sur des centres de formation. Si tu n'as pas les moyens d'aller pour payer, c'est très difficile pour aller trouver un centre de formation gratuitement. Reste à souhaiter que ce cri du cœur soit entendu dans un pays où les jeunes représentent 60 à 65% de la population. John Lyndon, VOA Afrique, Nouakchott. Et Tunis ébranlée par une explosion. Cet après-midi, une femme kamikaze s'est fait exploser sur l'avenue Bourguiba, à quelques mètres du ministère de l'Intérieur. D'après les autorités, la police était visée. Le ministre de l'Intérieur évoque 9 blessés, dont 8 policiers. Pas de décès confirmé pour le moment, et de nombreuses boutiques de cette avenue ont rapidement baissé leurs rideaux dans une atmosphère chaotique. Il s'agit du premier attentat à secouer la capitale tunisienne depuis l'attaque suicide de novembre 2015 contre un bus de la garde présidentielle, revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Elle avait tué 12 agents.
Et c'est la pire attaque antisémite aux États-Unis. Les habitants de Squire Hill, une vieille communauté juive traditionnelle de Pittsburgh, pleurent toujours ses 11 victimes. Le président américain Donald Trump a accusé lundi certains médias d'être responsables de la colère ressentie à travers le pays en pleine période électorale, 2 jours après la fusillade sanglante dans cette synagogue. La presse a souligné depuis samedi que l'accusé est un partisan de Donald Trump. Un reportage de Caroline Pesucci, récit d'Azuma Compaoré. Dans son rapport samedi, la police a déclaré que Robert Bowers, âgé de 46 ans, avait fait irruption pendant le service du sabbat, créant des propos antisémites tout en ouvrant le feu. Une attaque considérée comme la pire contre les Juifs américains dans l'histoire des États-Unis. Au nom du ministre Jeff Sessions et de toute la famille du ministère de la Justice des États-Unis, nous voulons présenter nos condoléances les plus sincères et nos prières aux victimes des actes insensés de haine et de violence commis hier. Ce sont des fidèles qui arrivaient tôt pour s'assurer que tout le monde avait ce qu'il fallait, qui allaient dans la cuisine, cuisinaient des repas et s'occupaient beaucoup des personnes âgées et des personnes handicapées. Les autorités ont fait le lien entre le tireur et des publications anti-juives sur les médias sociaux. Bowers, qui a été blessé lors d'une fusillade avec la police, fait face à près de 30 accusations fédérales. C'est un crime de haine. Lorsque vous mettez la haine et les armes à feu ensemble, cela ne donne pas un bon résultat. Sur le trottoir, à l'extérieur de la synagogue, des centaines de fleurs ont formé un mémorial impromptu. À côté de 2 bouquets, un seul mot, amour. Le thème de l'amour a été récurrent lors d'un service interconfessionnel qui a rassemblé plus de 2300 personnes, chrétiennes, musulmanes ou juives. Ce qui s'est passé hier n'est pas seulement préjudiciable à la communauté juive, mais bien au-delà. Cela fait partie des défis actuels auxquels nous sommes confrontés aux États-Unis. Le procureur Scott Brady a entamé le processus d'approbation de la demande de la peine de mort contre le prévenu Robert Bowers. La décision finale reposera sur le procureur général des États-Unis, le ministre de la Justice, Jeff Sessions. Et on vient d'apprendre que le président américain Donald Trump se rendra à Pittsburgh demain mardi. Retour vers le passé au Brésil. Le pays se réveille avec un nouveau président, Jair Bolsonaro, 63 ans, représentant de l'extrême droite et ancien militaire. Il a été élu à plus de 55% des voix face au candidat de gauche, Fernando Haddad, à l'issue d'une campagne qui a coupé en 2 le plus grand pays latino-américain. Le nouveau président, qui se présente comme le sauveur d'un pays à la dérive, suscite des inquiétudes sur le respect de l'état de droit. Il est connu pour ses outrances, ses propos racistes, homophobes et misogynes. Il prendra ses fonctions le 1er janvier. Et plus de 150 personnes représentant des dizaines d'ONG du monde entier se retrouvent à Paris pendant 3 jours pour le sommet mondial des défenseurs des droits humains. L'occasion de faire un bilan des 2 dernières décennies et d'éclairer la situation actuelle. Ils veulent particulièrement appeler la communauté internationale à renforcer ses engagements pour leur protection, mettre en valeur leur travail et faire mieux connaître les menaces auxquelles ils sont confrontés. Pour rappel, 3500 défenseurs des droits humains ont été assassinés dans le monde depuis la Déclaration des Nations Unies de 1998. Et le début de la fin pour Angela Merkel en Allemagne. Elle a annoncé qu'elle quitterait en décembre la présidence du Parti chrétien-démocrate, CDU, et ne serait plus candidate à un nouveau mandat à la tête de la chancellerie. Elle quittera la vie politique en 2021. L'annonce de sa retraite intervient au lendemain du revers subi par son parti lors de l'élection du Parlement de l'État-région de Hesse. En agissant ainsi, elle permet à un ou une successeur d'émerger. Ce n'est toutefois pas elle qui le choisira, a-t-elle précisé. Et crash d'avion en Indonésie, les personnes à bord du vol Lion Air sont probablement mortes selon le directeur des services de secours indonésiens. Le contact avec l'appareil, un Boeing 737, a été perdu quelques minutes après le décollage. L'avion partait de Bangkal Pinang, une ville sur l'île de Bangka au large de Sumatra. 189 personnes étaient à bord de l'avion. Il n'y aurait aucun survivant. Et vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Journaliste et activiste Kumba Makalou Keïta, à la tête de la fondation Salif Keïta, se bat pour que l'albinisme soit accepté. Des détails dans notre rubrique Diaspora. Au Togo, les filles victimes de viol ou de mariage forcé ont un espace sécurisé pour se rétablir. Réinsertion au centre Aklala-Batik. Et des millions de personnes ont célébré le Grand Magal de Touba au Sénégal, rendez-vous annuel des membres de la confrérie des Mourides, l'une des plus influentes du pays. Et dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, les personnes atteintes d'albinisme sont régulièrement victimes d'une véritable chasse à l'homme. La cause, des superstitions locales qui attribuent aux organes des albinos des pouvoirs magiques. Avec la longue lutte des associations de défense du droit des albinos, telles que la Fondation Salif Keïta, cette superstition tente à diminuer, notamment au Mali. Et nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Kumba Makalou Keïta, journaliste, activiste et épouse de Salif Keïta. Bonsoir. Bonsoir, Aïssa. Alors, est-ce votre histoire d'amour avec le chanteur Salif Keïta qui est à la base de votre motivation ? Je pourrais dire un peu oui et non, parce que je l'aime, il est albinos, bien sûr ça me touche, mais aussi c'est parce que c'est une cause qui devrait nous toucher tous. Et donc j'ai commencé cette fondation avec lui, il me l'a demandé et donc je ne pouvais pas refuser et c'est mon plus grand plaisir de le faire. Et j'espère que d'autres personnes aussi vont s'intéresser à cette cause et lutter avec nous pour la justice pour les personnes albinos. Donc on va en savoir un peu plus sur cette fondation. Quelles sont les principales actions et les principales activités que vous menez? On s'occupe de la prise en charge des albinos au Mali et leur santé, puisqu'ils n'ont pas une très bonne vision. Aussi pour les crèmes solaires, à cause des risques de cancer de peau, parce qu'ils n'ont pas de mélanine qui donne la protection contre le soleil. Et aussi pour l'insertion sociale, parce que ce n'est pas évident pour eux de trouver de l'emploi, de se marier, juste de se faire accepter par les autres à cause de la différence de leur couleur de peau. Alors, quelle est leur situation, quelle est la perception même de la société malienne face à l'albinisme? Les Maliens, ça commence à changer un peu, mais c'est très lent. En fait, les gens ils sont un peu choqués toujours de voir une personne albinos. Ils les voient un peu autrement, comme quelque chose à part d'eux-mêmes. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de changer, c'est cette perspective de la population générale par rapport à l'albinisme. Et est-ce que maintenant le regard a changé au Mali, mais qu'en est-il des autres pays Bon, ça continue, hein, c'est constant la sensibilisation. Maintenant, il y a quand même des personnes qui sont à l'avant, autres que Salif. Il y a d'autres personnes qui sont dans des domaines professionnels. Il y a un ministre aussi au Mali qui est albinos. Il y a d'autres personnes qui commencent à faire surface, qui ont l'albinisme et qui sont intégrées dans la société. Mais c'est aussi à base de la population générale, de comprendre ceux qui n'ont pas d'éducation, ceux qui fait la majorité des Maliens, qu'ils sachent que l'albinisme, en fait, ce n'est qu'une condition génétique et ce n'est pas du tout une superstition, ce n'est pas spirituel du tout. Et ils ne sont pas différents d'autres noirs à part la couleur de la peau. Vous avez un message à faire passer? Ben oui, donc le 15 novembre, nous avons un forum qu'on fait à Bamako et c'est un forum international pour présenter des recommandations au gouvernement pour la protection des personnes albinos au Mali. Et aussi, on a un concert gratuit. Salif lance son dernier album qui s'appelle Un autre blanc et il fera un concert gratuit dans le village où on a malheureusement tué une petite albinos cette année dans des crimes rituels et il lancera ce concert avec Ismaëlo et d'autres artistes complètement gratuits. Donc on espère que la VOA sera avec nous pour cet événement. Bon, on suivra ça de très près. Merci beaucoup, Kumba Makalou Keïta, présidente de la Fondation Salif Keïta. Merci beaucoup. Merci.
Et on poursuit à 120 km au nord-ouest de Lomé, où se situe la ville de Kpalimé. C'est dans cette municipalité que se trouve le centre Aklala Batik. C'est un centre d'apprentissage en couture et teinture qui n'accueille que des jeunes filles en situation de vulnérabilité, dont des victimes de viols ou de mariages forcés. Allons à la découverte du centre Aklala Batik et de ses pensionnaires à travers ce reportage de notre correspondante au Togo, Kaïloson. Yawa est une adolescente de 17 ans. Il y a 2 ans, elle a été victime d'un viol, un acte à l'issue duquel elle s'est retrouvée enceinte. Aujourd'hui, mère d'un petit garçon d'1 an, elle essaie de se reconstruire dans le centre Aklala Batik. Lorsque j'avais 15 ans, un homme m'a violée et j'ai enfanté. Un dimanche soir, je suis allée en ville. À mon retour, il était nu. Ici, les pensionnaires sont formés à la teinture du pagne batik et à la couture. Au-delà de l'apprentissage d'un métier, ces filles sont initiées à l'entrepreneuriat et coachées sur le développement personnel. J'étais quelqu'un de pessimiste parce que je croyais que je n'allais pas arriver à apprendre un métier. Mais avec la formation et avec les conseils que nous avons obtenus en venant ici, j'ai appris à avoir confiance en moi. Mourifa est originaire de la région centrale où des cas de mariage forcé sont encore légion. Elle s'engage à lutter contre ce fléau. Dans ma communauté, on peut forcer une fille à arrêter les études et on va la marier forcée pour donner à un homme. J'ai décidé de me présenter dans le centre et apprendre et après tout aider les autres filles de ma communauté et mettre fin au mariage forcé. À la fin de leur apprentissage, les survivantes sont laissées à elles-mêmes. Certaines retournent dans leur milieu d'origine où elles sont de nouveau exposées à d'autres violences. Kaïloson, de retour de Palimé pour VOA Afrique. Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Aïssa et bonsoir à vous, amis sportifs. Cyclisme pour commencer et tout de suite, direction le Burkina Faso. Mathias Sorgo a enlevé l'étape 4 du Tour du Faso. Déjà vainqueur de la 2e étape de l'épreuve, le Burkinabé s'est imposé lors de l'acte 4 couru aujourd'hui entre Layen et Waiguia, 148 km. Il a bouclé le parcours au sprint en 3h32 minutes 27 secondes devant Guy Smet et Eric Nobel. Il endosse du même coup le maillot jaune du leader. Place à la 5e étape demain entre Yako et Zignaré, 145,6 km. Football, désormais 50 buts pour Sadio Mané en Première Ligue. Auteur d'un doublé contre Cardiff ce week-end, l'attaquant sénégalais a inscrit ses 5e et 6e buts en Angleterre. Au même moment, il est entré dans le cercle très fermé des joueurs africains ayant inscrit au moins 50 buts en Première Ligue. Sadio Mané a marqué en tout 29 buts en championnat avec Liverpool depuis son arrivée chez les Reds. Mais bien avant, il a inscrit 21 buts avec son ancien club Southampton. Toujours en football, Ronaldo est revenu sur les raisons de son départ du Real Madrid. Je sentais à l'intérieur du club, surtout de la part du président, qu'on ne me considérait plus comme au début, a déclaré Cristiano Ronaldo, parti de Madrid bien sûr pour la Juventus, dans un entretien avec le journal France Football. Si j'avais fait de mon transfert une affaire d'argent, je serais allé en Chine où j'aurais gagné 5 fois plus qu'ici ou qu'au Real. Je ne suis pas venu à la Juve pour le fric, assure le Portugais qui dit mériter le Ballon d'Or cette année. Oui, je rêve de gagner le Ballon d'Or pour la 6e fois et de dépasser dans le cas présent Lionel Messi, a affirmé CR7. Cette affaire, disons, qui fait grand bruit dans le monde du foot. Après l'humiliante défaite à Barcelone 5-1, la presse espagnole évoque une probable éviction de Julen Lopetegui. Elle fait aussi cas d'un possible intérim de Santiago Solari, entraîneur de la réserve, en attendant l'arrivée d'un successeur sur le banc merengue. Les médias espagnols parlent notamment d'une réunion du conseil d'administration du Real ce lundi, avec un seul sujet au menu, la destitution de Lopetegui. Le technicien basque avait pourtant signé pour 3 ans, mais impossible bien sûr de ressortir indemne d'une telle déroute face à l'éternel rival Blaugrana, la 5e défaite en 7 matchs, toutes compétitions confondues. L'Italien Antonio Conte, 49 ans, ex-entraîneur de Chelsea, est donné favori pour le remplacer.
Mais déjà, hier, en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur basque du Real disait croire en ses joueurs, même s'il reste triste pour la défaite. Suivez. Je suis triste comme toute l'équipe. C'est normal, mais j'ai de la force. Je suis l'entraîneur et nous ne sommes qu'en octobre. Il s'agit d'un grand coup. Mais je suis assez fort pour savoir que tout peut changer à tout moment. Ça se joue sur la distance au classement, en raison du temps aussi qu'il nous reste. Mais j'ai de la foi que ce groupe... Affaire donc à suivre. À demain. Merci Yacouba et à demain. Et on poursuit au Sénégal où une marche traditionnelle des frères mourides d'un ordre soufi auquel adhèrent de nombreuses personnes dans le pays a convergé ce samedi vers la ville sainte de Touba pour le Grand Magal, sa plus grande fête annuelle. Des centaines de milliers de croyants se sont rendus au pèlerinage. Plus de précisions avec Dili Diko. 3 millions de mourides étaient attendus dimanche pour les célébrations du Grand Magal, ce qui en fait l'un des pèlerinages les plus populaires au monde. C'est un rendez-vous religieux et en plus de ça, un acte de dévotion aussi. Ça nous permet aussi de venir de se recueillir aussi auprès de la tombe de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà, en tout cas, c'est un événement religieux extrêmement important pour toute la communauté mouride. Les fidèles célèbrent la vie et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie décédé en 1927, en lisant ses poèmes et en priant près de son tombeau pendant tout le week-end. Lire les Khassaïd, c'est aussi un prolongement de la lecture du Saint-Coran, seulement c'est de la plume de Cheikh Ahmadou Bamba qui s'adresse à Dieu. Fatou Diagne explique pourquoi il est important pour elle de répondre à cet appel. Il a demandé à tous les mourides de faire avec lui le chant. Donc c'est pour cela que nous sommes là et chaque année nous venons ici. Le Sénégal, dont environ 90% de la population est musulmane, est connu pour sa tolérance religieuse. La plupart des Sénégalais adhèrent à l'un des nombreux courants de l'islam soufi représentés dans le pays. C'est un jour de fête, c'est un jour de succès dans le combat pour élever les droits de Dieu et des hommes sur terre, c'est-à-dire pour réhabiliter les valeurs islamiques. Cheikh Ahmadou Bamba l'a fait sans effusion de sang. Il l'a fait sans nuire à personne. Cette année, le Grand Magal a également eu une dimension politique car les candidats à l'élection présidentielle de février prochain ont fait des apparitions au cours de l'événement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre page Facebook, mais également sur notre site internet voaafrique.com. Excellente suite de programmes. All systems are